Désolé, monsieur, mais vous ne figurez pas sur la liste des invités. Le vigile de l'hôtel m'a regardé avec cette expression professionnelle réservée aux intrus dans les mariages chics. Je me tenais à l'entrée du grand hall de l'hôtel Grand Rose, vêtu de mon plus beau costume bleu marine, tenant à la main une enveloppe dorée contenant le chèque cadeau destiné à ma petite fille Sophie. C'était son mariage, celui de ma première petite fille, l'événement dont rêve tout grand-père. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit en ajustant la cravate que j'avais choisie avec tant de soin. Je suis le grand-père de la mariée. C'est alors que mon fils David est apparu derrière le garde du corps, élégant dans un smoking que je lui avais moi-même payé le mois dernier. Son visage était tendu, presque irrité, comme si j'étais un problème gênant qu'il devait résoudre. « Papa » a-t-il dit, et la froideur de sa voix m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je m'appelle Will Thompson. J'ai 68 ans et je viens d'être traité comme un étranger indésirable par mon propre fils à l'entrée du mariage de ma petite fille. « Qu'est-ce que je fais ici, David ?» C'est le mariage de Sophie. Bien sûr que je suis là. Il a échangé un regard rapide avec le gardien, comme s'il avait affaire à un parent problématique qui s'était présenté sans prévenir. Papa, tu n'as pas été invité à cette cérémonie. Il y a eu un malentendu. Ces paroles ont résonné dans l'élégant hall de l'hôtel. Des personnes en tenue de soirée passaient devant nous pour entrer dans la salle où l'on entendait de la musique douce et des rires joyeux. 200 invités, 200 connaissances de la famille et du travail. Tous avaient été invités à la fête que j'avais financée. Oui, j'ai tout payé. Chaque centime des 45 000 $ de cette célébration est sorti de mon compte bancaire. La salle, le buffet gastronomique, les fleurs importées, même la robe de mariée de Sophie qui a coûté 4 000 $. David, ai-je dit en essayant de rester calme, il doit y avoir une erreur. J'ai financé cette fête. Ma belle-fille Caroline est apparue à ses côtés, éblouissante dans sa robe verte émeraude, avec ce sourire faux que j'ai appris à reconnaître au cours des 3 dernières années. Le même sourire qu'elle arborait lorsqu'elle me demandait de l'argent. « Oh, Will » a-t-elle dit de sa voix douce et venimeuse. Quelle situation embarrassante. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec les invitations. Une confusion. Comme s'il s'agissait d'une erreur administrative et non d'une humiliation calculée devant toute la famille. J'ai regardé à travers les portes vitrées du salon et j'ai vu ma sœur Hélène, qui avait conduit 5 heures pour être là. J'ai vu mon vieil associé Franck, que je considère pratiquement comme un frère. Ils étaient tous là, se demandant probablement où j'étais. Le pire, c'est que je pouvais voir Sophie au fond du salon, radieuse dans sa robe blanche, posant pour des photos avec son fiancé. Ma petite fille qui me rendait visite tous les dimanches, qui souriait quand je lui racontais des histoires de ma jeunesse, qui m'embrassait chaque fois qu'elle me voyait. « Papa » dit David en baissant la voix comme s'il faisait preuve de générosité, « tu ferais peut-être mieux de rentrer à la maison. Nous pourrons en discuter plus tard. » Rentrer à la maison comme un enfant envoyé dans sa chambre pour être puni. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de 68 ans de vie, de travail acharné, de sacrifices que j'avais fait pour cette famille. Le même fils que j'avais élevé, que j'avais soutenu pendant ses études, à qui j'avais offert sa première maison, me chassait de la fête que j'avais moi-même financée. « D'accord » ai-je finalement dit, d'une voix plus ferme que prévu. Si c'était une erreur, je m'excuse pour le dérangement. J'ai remis l'enveloppe contenant le chèque à Caroline, qui l'a accepté sans même remercier. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie de l'hôtel, sentant les regards curieux des invités qui arrivaient. Mes chaussures en cuir résonnaient sur le sol en marbre, tandis que je traversais le luxueux hall d'entrée que j'avais aidé à payer. Le portier m'a proposé un taxi, mais j'ai refusé. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce qui venait de se passer. Sur le chemin du parking, une chose m'est apparue clairement. David et Caroline avaient complètement sous-estimé qui j'étais vraiment. Ils me voyaient comme le grand-père bienveillant, le vieil homme qui signe des chèques sans poser de questions. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Will Thompson n'avait pas bâti une entreprise de construction à partir de rien n'en étant passif. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont l'arrogance peut être la plus grande erreur que quelqu'un puisse commettre dans la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation a évolué d'une manière que personne n'avait prévue. Car tandis que David pensait avoir résolu le problème de papa, il venait de réveiller quelque chose qui était en sommeil depuis des années. Et une fois rentré chez lui, il passerait un coup de fil qui changerait tout à jamais. Mais il ne le découvrirait que le lundi matin, lorsqu'il essaierait d'accéder au compte de l'entreprise que je contrôlais toujours. Le trajet jusqu'à ma Mercedes dans le parking m'a donné le temps de digérer ce qui venait de se passer. 20 minutes plus tôt, j'étais impatient de voir ma petite fille recevoir les bénédictions du mariage. À présent, j'étais expulsé comme un mendiant essayant de s'introduire dans une fête huppée. David avait toujours été ambitieux, mais au cours des 3 dernières années,
depuis son mariage avec Caroline, il était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La Caroline que j'avais connue au début était douce, attentionnée, toujours soucieuse de ma santé et de mes affaires. Mais dès qu'elle avait passé la bague au doigt, le masque était tombé. Elle avait commencé par des remarques subtiles. « Will, tu ne trouves pas que cette maison est trop grande pour une seule personne ? Tu devrais envisager de déménager dans quelque chose de plus petit, plus adapté à ton âge. » Ou encore, « David m'a dit que tu travaillais toujours. À 68 ans, tu ne devrais pas profiter de ta retraite ?» Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Quand vas-tu mourir pour que nous puissions tout hériter ?» David, qui m'appelait auparavant tous les dimanches pour prendre de mes nouvelles, ne m'appelait plus que lorsqu'il avait besoin d'argent. Et il en avait toujours besoin. L'entrée de la nouvelle maison, 35 000 $. La voiture de Caroline, 22 000 pour compléter le financement. La lune de miel à Hawaï, 12 000 parce que vous méritez de commencer votre mariage du bon pied, papa. Je disais toujours oui, je signais toujours les chèques, je transférais toujours l'argent sans poser de questions parce que je pensais investir dans le bonheur de ma famille. Quand Sophie est née, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient. J'ai proposé de payer une nounou, d'aider à payer les frais d'hôpital, de créer un fonds universitaire pour elle. Caroline a tout accepté avec ce sourire que je savais désormais être faux, mais les visites à ma petite fille ont commencé à être contrôlées. « Will, tu ne peux pas venir sans prévenir. Caroline allait et a besoin d'intimité. »« Papa, dimanche, ça ne va pas. Nous dînons avec les parents de Caroline. Tu devrais t'appeler avant de venir. » Sophie dort, Will. Peut-être la semaine prochaine. Petit à petit, ils m'ont éloigné de ma propre famille, et moi, dans ma naïveté, je pensais être compréhensif. C'étaient des parents novices, ils avaient besoin d'espace. Caroline venait d'une famille structurée, elle avait ses traditions. Je devais respecter cela. Le mariage était une idée de Caroline. Une grande fête dans le meilleur hôtel de la ville. Sophie mérite une fête digne de la petite fille de Will Thompson, m'a-t-elle dit en me présentant le budget de 45 000 $. Tu es un homme important dans cette ville, Will. Tout le monde sera là. Ce sera un événement dont les gens parleront pendant des années. J'aurais dû prêter attention à ses paroles. Les gens en parleront pendant des années. Elle savait exactement ce qu'elle avait en tête. 2 semaines avant le mariage, Caroline est venue seule chez moi. Elle agissait de manière étrange, plus affectueuse que d'habitude. Elle avait apporté du café de la boulangerie française que j'aimais, m'avait interrogé sur mes investissements immobiliers, avait faim de s'intéresser à mes affaires. « Will, m'a-t-elle dit après une demi-heure de conversation amicale, j'ai besoin de te demander quelque chose. C'est à propos du mariage. » Elle a marqué une pause dramatique, comme si ce qu'elle allait dire était difficile. « Tu sais que je viens d'une famille catholique traditionnelle, n'est-ce pas ? Ma mère, en particulier, a des attentes très précises sur la façon dont ces cérémonies doivent être célébrées. J'aurais dû me méfier lorsqu'elle a commencé à parler de tradition familiale. Ma mère pense que les grands-pères paternels doivent jouer un rôle plus discret dans la cérémonie, a poursuivi Caroline. Elle a grandi à une époque où les grands-pères maternels avaient la priorité. C'est une question de culture, vous comprenez ? Je ne comprenais pas, mais j'ai acquiescé poliment. Nous avons donc pensé que vous pourriez peut-être arriver un peu plus tard, après la cérémonie religieuse, pour la fête. Ce serait plus approprié. Plus approprié. Comme si ma présence était inappropriée. Mais j'ai accepté parce que je voulais maintenir la paix, parce que je ne voulais pas créer de problème à David, parce que je pensais être un beau-père compréhensif. Ce que je ne savais pas, c'est que Caroline avait tout planifié depuis le début. La grande fête, l'hôtel cher, les 200 invités, tout payé avec mon argent, mais sans ma présence. Elle voulait impressionner sa famille et ses amis avec une fête luxueuse, mais elle ne voulait pas que le vieux gâche les photos ou mette mal à l'aise quelqu'un de mon âge. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était David. « Papa », a-t-il dit, et sa voix avait ce ton condescendant que j'avais appris à détester. Caroline m'a dit qu'il y avait eu un malentendu aujourd'hui. Elle est très contrariée. Tu l'as embarrassée devant sa famille. Embarrassée. C'était moi qui avais été humilié publiquement, mais c'était elle qui était embarrassée. David, ai-je dit en gardant un ton calme, j'ai payé pour cette fête. 45 000 $. Et vous m'avez empêché d'entrer. Papa, tu exagères. C'était juste une confusion avec la liste des invités. Caroline était nerveuse à propos de tout ce qui concernait la fête. Tu sais comment sont les femmes quand elles organisent ce genre d'événement. Il rejetait la faute sur sa femme pour quelque chose qu'ils avaient clairement planifié ensemble. Écoute, continua David, que dirais-tu de déjeuner ensemble la semaine prochaine? Tu pourras donner les cadeaux à Sophie, prendre quelques photos. Ce sera plus intime, plus spécial.
Plus intime, plus spécial. Loin des regards de toute personne importante. On verra, répondis-je avant de raccrocher. Une fois rentré chez moi, je m'assis dans mon fauteuil en cuir et regardai les photos posées sur la table basse. David enfant, souriant sur mes genoux. David obtenant son diplôme universitaire, m'embrassant avec gratitude. David le jour de son mariage, me chuchotant à l'oreille « Merci pour tout, papa ». Quand ce garçon était-il devenu un homme qui ne me voyait plus que comme un compte en banque ambulant? Mais alors que j'étais là, ressentant le poids de la trahison familiale, une chose m'est apparue très clairement. David et Caroline avaient commis une erreur fatale. Ils avaient complètement sous-estimé qui j'étais. Will Thompson n'a pas bâti un empire dans le secteur de la construction en étant passif. Je ne suis pas devenu l'un des plus grands entrepreneurs commerciaux de la ville en laissant les gens me manquer de respect. Et ils étaient sur le point de découvrir que le vieil homme gentil qui signait des chèques sans poser de questions était mort dans ce parking d'hôtel. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro qui figurait dans mon répertoire depuis 30 ans. « Richard », ai-je dit lorsqu'il a répondu, « c'est Will Thompson. Je dois organiser une réunion demain matin. Nous avons du travail à faire. » Richard Coleman était mon avocat depuis les années 90, l'homme qui avait structuré tous mes contrats de construction et mes fonds fiduciaires. Il était également le parrain de David. Ce que David ignorait, c'est que tous les cadeaux généreux que je lui avais faits au fil des ans n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des prêts. Des prêts avec des contrats signés, des conditions spécifiques et des clauses d'échéance. Et demain matin, Richard et moi allions passer en revue chacun de ces contrats, car désormais, Will Thompson n'était plus en mode grand-père bienveillant. Il était en mode homme d'affaires impitoyable. Et David allait découvrir lundi que se frotter au mauvais homme avait des conséquences qui allaient bien au-delà d'une simple querelle familiale. Lundi matin, j'étais assis dans la salle de réunion du bureau de Richard Coleman à 8h pile, la même salle où, 30 ans auparavant, nous avions signé mon premier contrat d'achat d'un terrain commercial. Les murs en acajou arboraient toujours les mêmes diplômes encadrés, mais Richard avait désormais les cheveux complètement gris et l'air plus sérieux que le jeune avocat ambitieux qui m'avait aidé à bâtir mon empire. « Will », dit-il en ajustant ses lunettes tout en étalant des dossiers sur la table, « j'ai examiné tous les documents que vous m'avez demandés et je dois dire que vous avez été plus prudent que je ne l'imaginais. » Il ouvrit le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les contrats que j'avais signés avec David au cours des 5 dernières années. Chaque cadeau généreux que j'avais fait à mon fils était documenté sous forme de prêt avec des conditions spécifiques, des taux d'intérêt et des clauses d'échéance. La maison d'Elm Street, a indiqué Richard en montrant le premier document, 200 000 $. Prêt sans intérêt, mais avec un délai de remboursement de 10 ans. David a signé ici, reconnaissant que s'il cessait d'effectuer ses paiements mensuels pendant plus de 3 mois consécutifs, vous auriez le droit de saisir immédiatement l'hypothèque. Je souris. Et a-t-il effectué des paiements, Richard? Aucun. Pas un centime en 5 ans. Richard tourne à la page. La BMW de Caroline. 45 000 $. Même condition, 0 paiement. Le fonds universitaire de Sophie que vous avez créé. Techniquement, il s'agit d'un prêt éducatif que David s'est engagé à rembourser lorsque la jeune fille atteindrait l'âge de 18 ans. Page après page, Richard énuméra la dette croissante. L'argent pour la lune de miel, les paiements par carte de crédit que j'avais temporairement pris en charge, et même la bague de fiançailles de Caroline qui avait coûté 15 000 $. Au total, a déclaré Richard en fermant le dernier dossier, David te doit 583 000 $, y compris les intérêts composés calculés selon les termes des contrats. 583 000 $. Une fortune que mon fils a joyeusement dépensée tout en me traitant comme un obstacle gênant. Mais la véritable bombe est venue lorsque Richard a ouvert un autre dossier, un dossier rouge que j'avais complètement oublié. Et il y a ceci, a-t-il dit en sortant un gros document agrafé. Thomson Holdings LLC, la société que vous avez créée en 2005 pour gérer vos investissements immobiliers. Mon estomac s'est retourné. J'avais complètement oublié cette structure juridique. David apparaît comme vice-président et futur bénéficiaire de 60% des actions, a poursuivi Richard. Mais il y a une clause très spécifique dans les statuts. Tout bénéficiaire qui fait preuve d'un comportement préjudiciable aux valeurs familiales ou à la réputation de l'entreprise peut voir ses actions révoquées par décision du président, c'est-à-dire vous. Une conduite préjudiciable aux valeurs familiales. J'ai inclus cette clause dans le but de protéger l'entreprise contre les scandales financiers ou criminels. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je l'utiliserais contre mon propre fils. Richard, ai-je dit, sentant un changement fondamental en moi, humilier publiquement le président de l'entreprise devant 200 personnes constitue-t-il une conduite préjudiciable? Le sourire qui s'est dessiné sur le visage de mon avocat était le même que celui qu'il arborait habituellement au tribunal lorsqu'il savait qu'il avait gagné une affaire. Will, mon ami,
ce n'est pas seulement une conduite préjudiciable. C'est un suicide corporatif. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était Hélène, ma sœur, qui avait été témoin de mon humiliation à l'hôtel. Will, sa voix était pleine d'indignation, je n'ai pas dormi depuis samedi. Ce que David t'a fait est inacceptable. Frank est également révolté. Nous voulons que tu saches que nous sommes de ton côté, quoi qu'il arrive. Frank était mon ancien associé, aujourd'hui à la retraite, mais toujours une figure respectée dans la communauté des affaires locales. Si Hélène et Frank étaient indignés, d'autres personnes importantes l'étaient également. Et il y a autre chose, a poursuivi Hélène. Caroline a publié des photos du mariage sur les réseaux sociaux. Toutes les photos montrent la fête luxueuse, l'hôtel 5 étoiles, mais dans toutes les légendes, elle ne remercie que la famille Miller, ses parents, d'avoir rendu cette célébration possible. Ton nom n'est pas mentionné une seule fois, Will. Pas une seule fois. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Richard. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. David et Caroline m'avaient non seulement humilié publiquement, mais ils effaçaient aussi activement ma contribution à cette histoire, s'attribuant le mérite de l'argent que j'avais fourni. Richard, ai-je dit d'une voix ferme que je n'avais pas eue depuis des années, je veux que tu prépares 3 documents. Premièrement, une notification de remboursement anticipé de tous les prêts au nom de David Thompson, avec un délai de 30 jours pour le paiement intégral ou l'exécution des garanties. Richard a commencé à prendre des notes. Deuxièmement, la convocation d'une assemblée extraordinaire de Thomson Holdings pour voter la révocation des actions de David pour conduite préjudiciable aux valeurs de l'entreprise. Et le troisième document, a demandé Richard. Une nouvelle version de mon testament. Je veux retirer David comme bénéficiaire principal et créer un fonds fiduciaire éducatif pour Sophie, géré de manière indépendante. Caroline et David n'auront pas accès à ces fonds avant que Sophie ait atteint l'âge de 25 ans. Richard s'est arrêté d'écrire et m'a regardé droit dans les yeux. Will, êtes-vous sûr de cela? Une fois que nous aurons remis ces notifications, il n'y aura plus de retour en arrière possible. David perdra sa maison, sa voiture, tout. Et il saura que c'est toi qui as tout manigancé. Je repensais à l'humiliation que j'avais ressentie devant la porte de l'hôtel, à la façon dont David m'avait regardé comme si j'étais un mendiant importun, au petit rire de Caroline lorsque le gardien m'avait empêché d'entrer à la fête que j'avais financée. Richard, dis-je en me levant de ma chaise, David a pris une décision samedi. Il a choisi de me traiter comme un moins que rien devant toute notre communauté. Maintenant, je prends ma décision. Je m'approchai de la fenêtre du bureau qui donnait sur le quartier commercial où se trouvaient 6 immeubles. Des immeubles qui valaient plus de 10 millions de dollars. Des immeubles que David pensait hériter automatiquement parce qu'il était mon fils. Préparez les documents, Richard. Et assurez-vous que l'huissier de justice remette les notifications au bureau de David devant ses collègues. S'il a voulu m'humilier publiquement, il est juste que sa chute soit également publique. À ce moment-là, je n'étais plus le grand-père bienveillant qui signait des chèques sans poser de questions. Je redevenais Will Thompson, l'homme qui avait bâti un empire dans le secteur de la construction à partir de rien, qui avait survécu à la récession de 2008, qui avait transformé des terrains vagues en complexes commerciaux lucratifs. Et David était sur le point de découvrir que se frotter au mauvais homme avait des conséquences qui allaient bien au-delà d'une simple querelle familiale. Alors que je quittais le bureau de Richard avec des copies de tous les contrats dans mon porte-documents, j'ai reçu un SMS de Caroline. Will, David m'a demandé de t'inviter à un déjeuner familial jeudi. Nous pourrons discuter du malentendu de samedi et aller de l'avant en tant que famille unie. J'ai regardé le message et j'ai ri. Il croyait qu'un déjeuner et quelques excuses superficielles suffiraient à effacer 500 000 $ de dettes et des années de manque de respect. J'ai tapé ma réponse, nous en discuterons, Caroline. Jeudi, vous découvrirez exactement comment fonctionnent les familles unies. Ce qu'il ne savait pas, c'est que jeudi matin, avant notre déjeuner, David aurait déjà reçu les notifications légales qui transformeraient sa vie en une bataille qu'il n'avait pas les moyens de gagner. Et cette fois, je jouais pour gagner. Mercredi matin, j'observais Richard réviser les derniers documents qui changeraient la vie de David à jamais. Le soleil pénétrait par les grandes fenêtres, éclairant les 3 dossiers rangés sur mon bureau en acajou. Un rouge contenant les avis de recouvrement, un bleu contenant la révocation des actions de la société et un noir contenant le Nouveau Testament. Mais ce que David allait découvrir dans les 24 heures suivantes, c'est que sous-estimer Will Thompson était l'erreur la plus coûteuse qu'il pouvait commettre. Tony, dit Richard lorsqu'il arriva à mon bureau le mercredi matin, un dossier en cuir noir à la main, les huissiers sont en place. À 10h15, au moment même où David dirigera la réunion hebdomadaire de l'équipe, il recevra les notifications. J'avais délibérément choisi cette heure. David tenait toujours à afficher son autorité lors de ces réunions, parlant de projets futurs et d'objectifs ambitieux.
Le voir perdre son assurance devant ses employés serait un pur bonheur. Et l'assemblée extraordinaire de Thomson Holdings? Demandai-je. Elle est prévue vendredi à 14 heures. J'ai envoyé les convocations hier soir à tous les actionnaires minoritaires. Je dois dire, Will, que lorsque j'ai vaguement mentionné la raison de l'urgence, Hélène et Frank se sont montrés plus que disposés à y assister. Pendant que Richard organisait les derniers documents, mon téléphone a vibré. C'était un message de Caroline. Will, David est très impatient de déjeuner avec nous demain. Il a quelques idées pour renforcer les liens familiaux. Serait-il possible d'avancer cela aujourd'hui? J'ai souri. L'anxiété commençait à miner leur confiance. J'ai répondu, demain, c'est parfait, Caroline. Certaines conversations sont trop importantes pour être précipitées. Richard m'a regardé avec curiosité lorsque j'ai fini de taper. Ils sont nerveux? Désespérés? Ai-je corrigé? Caroline essaie d'avancer la réunion. David n'a probablement pas dormi depuis que j'ai mentionné les conséquences lundi. À 10h15 pile, mon téléphone a sonné. C'était David, et sa voix était méconnaissable, aiguë, presque hystérique. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? 583 000 $? Tu es devenu fou? Je suis ici avec toute mon équipe qui me regarde comme si j'étais un criminel. David, dis-je avec un calme qui le rendit encore plus désespéré, ce ne sont que des documents juridiques. Des contrats que tu as signés volontairement. Des contrats? Quels contrats? C'étaient des cadeaux. Tu n'as jamais mentionné de paiement. Lis la clause 7 de chaque document, David. C'est très clair. J'entendis le bruit de papier feuilleté frénétiquement, des voix chuchotant en arrière-plan, clairement ses employés essayant de comprendre ce qui se passait. C'est impossible à payer, finit-il par dire, la voix brisée. Tu sais que c'est impossible. Alors tu aurais dû y penser avant de me traiter comme de la merde à la porte du mariage de Sophie. Papa, s'il te plaît, pouvons-nous en discuter en privé? Mes employés sont tous ici. Tout comme 200 personnes étaient à l'hôtel lorsque tu m'as humilié publiquement. J'ai raccroché. 15 minutes plus tard, Caroline a appelé, en pleurs. Will, David est dévasté. Les employés se demandent si l'entreprise a des problèmes financiers. Certains clients ont déjà appelé pour savoir s'ils devaient chercher d'autres constructeurs. Caroline, dit-il d'une voix neutre, David a pris des décisions. Il en subit maintenant les conséquences. Mais Sophie, tu vas détruire l'avenir de ta propre petite fille à cause de ton orgueil blessé? Sophie aura un fonds fiduciaire pour ses études qui garantira son avenir. Un fonds auquel ni toi ni David ne pourraient toucher. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Que veux-tu? Demanda-t-il finalement, la voix mêlée de colère et de désespoir. Demain, au déjeuner, nous discuterons de ce que je veux. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Frank. Will, Richard m'a parlé de la réunion de vendredi. Je veux que tu saches que tu as mon soutien total. Ce que David a fait au mariage est inacceptable. Frank n'était pas seulement mon ancien associé, mais aussi l'une des figures les plus respectées du monde des affaires. Son opinion avait un poids considérable. Et il y a autre chose, a poursuivi Frank. J'ai reçu un appel très intéressant aujourd'hui. David a essayé d'obtenir un prêt d'urgence en utilisant les actions de Thomson Holdings comme garantie. Le directeur de la banque m'a appelé pour vérifier la validité des actions avant d'approuver quoi que ce soit. Ma mâchoire s'est crispée. David essayait d'utiliser les actifs de l'entreprise à mon insu. Qu'avez-vous dit à la banque? La vérité. Que ces actions pouvaient être remises en question pour des raisons de gouvernance d'entreprise. Le prêt a été immédiatement refusé. David s'enfonçait de plus en plus. Chaque tentative désespérée pour trouver une issue ne faisait que confirmer qu'il avait complètement perdu le sens des limites et des responsabilités. Le jeudi matin, je me suis habillé avec le même soin que pour les réunions d'affaires importantes. Costume gris anthracite, cravate rouge, des couleurs qui ont toujours inspiré l'autorité. Je suis arrivé au restaurant Giovanni's 15 minutes avant l'heure prévue et j'ai choisi la table centrale que j'avais réservée. Je voulais que notre conversation soit vue par d'autres membres respectés de la communauté. David et Caroline sont arrivés à l'heure, mais ils semblaient complètement dévastés. David portait le même costume que la veille, froissé, comme s'il avait dormi avec. Caroline n'était pas maquillée, ce qui était impensable pour elle, et ses yeux étaient rouges et gonflés à force d'avoir pleuré. Si vous avez suivi cette histoire sur les conséquences dévastatrices que peut avoir le manque de respect au sein d'une famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lors de ce déjeuner a démontré que parfois, la vérité la plus douloureuse est aussi la plus libératrice. Ils se sont approchés de la table comme des condamnés marchant vers l'échafaud. Papa,
a dit David d'une voix rauque de désespoir, nous devons régler cela. Il y a un malentendu. Asseyez-vous, a-t-il dit calmement en désignant les chaises. Nous allons tout clarifier. Caroline s'est effondrée sur la chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Will, s'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Famille, ai-je répété, en gardant une voix basse mais ferme. Caroline, tu te souviens de ce que tu m'as dit samedi? Qu'il y avait une confusion avec la liste des invités. Ils échangèrent des regards désespérés. Papa, nous t'avons déjà expliqué, tenta David. C'était une erreur de l'organisateur de l'événement. David, dis-je en sortant un papier plié de la poche de ma veste, voici une copie de la liste finale des invités que Caroline m'a envoyée par email 2 semaines avant le mariage, pour que je l'approuve. Tu veux que je lise les noms? Le visage de Caroline perdit le peu de couleur qui lui restait. Mon nom n'a jamais figuré sur cette liste, David. Jamais. Parce que vous n'aviez jamais eu l'intention de m'inviter. Vous vouliez mon argent, mais pas ma présence. Le silence autour de la table était assourdissant. Vous m'avez utilisé, ai-je poursuivi. Vous avez pris mon argent, vous l'avez dépensé dans une fête luxueuse pour impressionner vos amis, et quand est venu le moment de la célébration, vous m'avez traité comme un intrus. Papa, a tenté David une fois de plus, la voix désormais brisée, c'était une terrible erreur. Nous te demandons pardon. Pardon. Ai-je ri, mais c'était un rire froid. David, as-tu la moindre idée du nombre de personnes qui ont assisté à mon humiliation? Hélène, Franck, les voisins, les amis de la famille. 200 personnes m'ont vu être expulsé de la fête que j'avais payée. Maintenant, ai-je dit en pliant le papier et en le remettant dans ma poche, vous allez apprendre que les actions ont des conséquences. Vous avez 30 jours pour me payer 583 000 $, ou vous perdrez votre maison, votre voiture et tout ce que vous avez construit avec mon argent. C'est impossible, s'écria Caroline, attirant l'attention des autres tables. Personne n'a autant d'argent. Alors vous auriez dû y penser avant de signer les contrats, répondis-je calmement, ou avant de me traiter comme un moins que rien. David se tenait la tête entre les mains, faisant manifestement des calculs désespérés. Papa, même en vendant la maison, nous ne pourrons pas réunir cette somme. Tu le sais bien. Je le sais parfaitement, David. Et c'est exactement le but. Je me suis levé de table, laissant un billet de 20 $ pour payer mon café. Vous avez fait un pari très risqué en décidant de m'humilier publiquement. Vous avez parié que j'accepterais tout en silence parce que je n'étais que le gentil grand-père. Vous avez perdu ce pari. Alors que je me dirigeais vers la sortie du restaurant, j'entendis Caroline sangloter et David essayer de la calmer. D'autres clients regardaient discrètement, reconnaissant le drame familial qui se déroulait à la table centrale. Vendredi à 14 h, je serai à l'assemblée extraordinaire de Thomson Holdings, où David perdrait officiellement ses actions dans l'entreprise. Et lundi, lorsqu'il tenterait désespérément de renégocier ses prêts, il découvrirait que Will Thompson n'était plus en mode père compréhensif. Il était en mode homme d'affaires qui n'accepte pas les défauts de paiement. Vendredi à 2 h de l'après-midi, j'étais assis en bout de la table en acajou dans la salle de réunion de Thomson Holdings, regardant David entrer dans la pièce comme un condamné marchant vers l'échafaud. Ses yeux étaient rouges. Il n'avait probablement pas dormi depuis qu'il avait reçu les notifications. Caroline n'était pas avec lui. Apparemment, elle avait passé la matinée à essayer de vendre les bijoux de marque pour obtenir de l'argent rapidement. Richard Silverman était à ma droite avec un dossier de documents organisés avec une précision militaire. À ma gauche, Frank Patterson, mon ancien associé et désormais membre du conseil d'administration, m'a salué d'un signe de tête solennel. Hélène était également présente, non pas en tant que membre de la famille, mais en tant qu'actionnaire minoritaire. Elle détenait 5% de l'entreprise, un cadeau que je lui avais fait il y a des années. Merci à tous d'être venus, dis-je, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Cette assemblée extraordinaire a été convoquée pour voter la révocation des actions de David Thompson pour conduite préjudiciable aux valeurs et à la réputation de l'entreprise. David était pâle. Ses mains tremblaient tandis qu'il feuilletait désespérément quelques papiers qu'il avait apportés. « Papa, s'il te plaît, pouvons-nous en discuter en privé ? Il n'est pas nécessaire d'impliquer d'autres personnes. »« D'autres personnes » répétai-je en gardant ma voix sous contrôle. « David, toutes les personnes présentes à cette table sont des actionnaires de cette entreprise. Elles ont le droit de savoir quand un vice-président compromet publiquement notre réputation. » Frank se pencha en avant. « Will, peux-tu expliquer exactement ce qui s'est passé ? Nous voulons entendre tous les détails avant de voter. » Je pris une profonde inspiration et commençai à raconter. La fête à 45 000 $ que j'ai financée,
l'humiliation devant la porte de l'hôtel devant 200 personnes, le traitement réservé à un mendiant indésirable, la tentative de Caroline d'effacer ma contribution financière des réseaux sociaux en ne donnant le crédit qu'à sa famille. Des moments comme celui-ci, ai-je dit en regardant David droit dans les yeux, révèlent le vrai caractère d'une personne. Et le caractère dont mon fils a fait preuve n'est pas compatible avec les valeurs que cette entreprise représente. David a finalement trouvé sa voie. C'était un malentendu, une terrible erreur. J'étais stressé par l'organisation de l'événement. Caroline était nerveuse. David, l'a interrompu Hélène d'une voix glaciale, j'étais là. J'ai tout vu. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la cruauté délibérée. Et ce n'est pas tout, ajouta Richard en ouvrant son porte-documents. Nous avons découvert que David a utilisé le nom de Thomson Holdings pour obtenir un crédit personnel à au moins 3 reprises au cours des 6 derniers mois. Un crédit qu'il ne peut rembourser, compromettant potentiellement la réputation de crédit de l'entreprise. Le visage de David perdit tout le peu de couleur qui lui restait. J'allais régler ça. Les contrats sont en cours de renégociation. Avec quel argent, David ? Demandai-je. Tu me dois 583 000 $ en prêt non remboursés. Tu n'as pas de salaire fixe en dehors de ce que cette entreprise te verse. Et maintenant, nous avons découvert que tu as utilisé le nom de l'entreprise pour obtenir encore plus d'argent. C'est à ce moment-là que David a enfin compris toute l'étendue de la situation. Il n'était pas seulement en train de perdre les actions de l'entreprise, il était en train de perdre tout son avenir financier. « Papa », dit-il, et pour la première fois depuis le mariage, j'entendis quelque chose qui ressemblait à une humilité sincère dans sa voix. « Je sais que j'ai commis des erreurs, mais tu ne peux pas détruire ma vie à cause d'une mauvaise décision prise sur le moment. » Un moment, ricana Hélène. David, tu as passé 2 ans à traiter ton père comme ta banque personnelle, puis tu l'as humilié publiquement lorsqu'il est devenu gênant pour ton image sociale. Franck secoua la tête. Will m'a parlé des contrats de prêt. Près d'un demi-million en 5 ans sans un seul remboursement. Ce n'est pas être un fils, David. C'est du parasitisme. Je regardais David assimiler lentement la réalité de sa situation. Il avait complètement sous-estimé non seulement ma fortune, mais aussi mon réseau de contacts et mon influence dans le monde des affaires. Passons au vote, annonçai-je. Tous ceux qui sont en faveur de la révocation des actions de David Thomson pour conduite préjudiciable. Une à une, toutes les mains se sont levées. Richard, Franck, Hélène, et même Jennifer Walsh, la comptable de l'entreprise, dont j'avais oublié qu'elle détenait des actions privilégiées. David était officiellement exclu de Thomson Holdings. Maintenant, ai-je dit en ouvrant mon propre dossier, discutons de la restructuration de la direction de l'entreprise et des nouveaux investissements que j'ai prévus pour le prochain trimestre. C'est alors que David a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une punition, mais d'une transformation complète. L'entreprise continuerait à croître et à prospérer sans lui. « Papa, dit-il en se levant de sa chaise, que veux-tu que je fasse ? Comment espères-tu que je rembourse un demi-million de $? Où vais-je travailler ? Qui m'embauchera après que cela se soit ébruité ? » Je l'ai regardé dans les yeux et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une humilité sincère mêlée à un désespoir réel. « David, ai-je dit d'une voix plus douce, mais toujours ferme, tu as pris tes décisions. Tu as choisi de me traiter comme une source d'argent plutôt que comme un père. Tu as choisi de m'humilier publiquement lorsque je suis devenu gênant. Tu vas maintenant apprendre à vivre avec les conséquences de ces décisions. » Il quitta la pièce en silence, ses pas résonnant dans le couloir. Lorsque la porte se referma, Richard se tourna vers moi. « Will, tu es sûr de toi ? Un demi-million, c'est beaucoup d'argent. Il ne pourra jamais payer. » « Je le sais parfaitement, Richard, » répondis-je en regardant par la fenêtre la ville où j'avais bâti mon empire. « Mais David doit apprendre une leçon que l'argent seul ne peut enseigner. » Hélène me toucha la main. « Et s'il vient vraiment demander pardon ? S'il reconnaît pleinement ce qu'il a fait ? Alors nous discuterons, » répondis-je. Mais le pardon n'a de sens que lorsqu'il s'accompagne d'une réelle responsabilité, pas seulement de mots d'excuse lorsque les conséquences apparaissent. Cet après-midi-là, alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages de Caroline, des appels de David, et même un appel de Sophie elle-même, en larmes. Ils avaient utilisé cette jeune fille de 22 ans pour essayer de m'attendrir. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me contentais pas de réagir aux problèmes créés par les autres. Je contrôlais activement le cours de ma propre vie et défendais ma dignité. David et Caroline ont découvert que sous-estimer Will Thomson était la plus grave erreur qu'ils auraient pu commettre. Et le lundi, alors qu'ils cherchaient désespérément une solution à leurs problèmes financiers, ils ont découvert que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits simplement avec des mots.
La leçon finale ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau, une pièce plus petite mais élégante dans le centre-ville, quand Hélène m'a appelé pour me donner des nouvelles de David. Will, tu dois savoir. David travaille comme vendeur dans un concessionnaire de voitures d'occasion. Caroline a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique vétérinaire. La voix de ma sœur mêlait satisfaction et une pointe de pitié. Ils avaient tout perdu. La maison d'Elm Street avait été vendue pour rembourser une partie de la dette. La BMW avait été rendue à la banque. Ils vivaient désormais dans un petit appartement de 2 chambres, partageant l'espace avec Sophie, dans une vie complètement différente de celle qu'ils connaissaient auparavant. Mais le changement le plus profond s'était produit en moi. À 68 ans, j'avais redécouvert qui j'étais vraiment. J'ai vendu la moitié de mes propriétés commerciales et investi dans une fondation éducative à la mémoire de ma défunte épouse, Martha. L'argent qui servait auparavant à financer le mode de vie parasitaire de mon fils servait désormais à financer des bourses pour de jeunes entrepreneurs. Mardi dernier, quelque chose d'inattendu s'est produit. David s'est présenté seul à mon bureau, vêtu d'un costume simple qu'il avait manifestement acheté dans un grand magasin. Ses mains calleuses, marquées par le travail manuel chez le concessionnaire, prouvaient qu'il avait enfin compris la valeur du travail honnête. « Papa », a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu une humilité sincère dans sa voix. « Je ne suis pas venu te demander de l'argent ou de la clémence. Je suis venu te demander pardon. » Il m'a fallu 6 mois de travail 12 heures par jour pour comprendre à quel point je m'étais éloigné de l'homme que tu as essayé de former. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 $. Son premier remboursement volontaire de la dette. Il me faudra le reste de ma vie pour rembourser ma dette, a-t-il poursuivi. Mais je veux que tu saches que j'ai appris la leçon, non pas sur l'argent, mais sur la dignité. Caroline avait également changé. Selon Hélène, elle avait cessé de publier des messages extravagants sur les réseaux sociaux et partageait désormais des moments simples avec Sophie dans le parc public. La femme qui refusait auparavant d'être vue ailleurs que dans des endroits luxueux travaillait désormais 8 heures par jour à s'occuper d'animaux abandonnés. Plus important encore, Sophie, désormais âgée de 22 ans, m'appelait à nouveau grand-père Will. David avait cessé de m'éloigner d'elle, reconnaissant que j'étais la seule stabilité financière et émotionnelle constante dans la vie de la jeune fille. Au final, la leçon n'était pas une question de vengeance ou de pouvoir. Elle portait sur le fait que la dignité n'a pas de prix et que les personnes qui vous traitent comme un objet jetable le font uniquement parce qu'elles n'ont jamais affronté les conséquences réelles de leurs actes. David et Caroline ont appris à leurs dépens que respecter sa famille n'est pas facultatif, mais essentiel. Ils ont découvert qu'humilier quelqu'un publiquement peut entraîner la perte de tout ce à quoi ils tiennent le plus. Quant à moi, à 68 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver son estime de soi et redéfinir ses relations sur la base du respect mutuel, et non de la convenance économique. Si cette histoire sur la manière d'établir des limites familiales saines vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la manière dont la dignité triomphe toujours à la fin. Aujourd'hui, quand je vois Sophie jouer dans mon bureau pendant que David termine son service chez le concessionnaire, je vois une famille reconstruite sur des bases solides, non pas sur l'argent facile, mais sur le travail honnête, le respect sincère et l'amour qui ne dépend pas des relevés bancaires. Et c'est un héritage qui vaut vraiment la peine d'être laissé. Being a gentleman and accepting the lady's offer. Yeah, he will one day. Both cards are still here. Why? What happened last night? What happened? Continue. That's a good one. I'll make him tell me later. That is true. The kinky kind. It's all at work, probably.
Hello? Is anybody in there? Yeah, there was 2 fatties here, and those bees just chased me and poisoned me, so I just had to keep bolting. Yeah, that's what I was told they were called. So, wait, what? So I just. Am I allowed to just be Aussie about it? Damn it! I wanted to call it a cunt. Let's call everything a cunt. See, I heard him say something different. Yeah, but I can't stop what I hear. And I heard something different. I don't think Nay likes that answer. Oh, that's my favorite kind of mind. Well, the dirtier the better. Yes. You two grab. Well, that's sad. I've had my Discord muted, so I haven't heard anything anyone said. Your Discord? I had my on OBS. It was muted, Oh. so no one heard anything that you were saying. There's people. Oh, thank God. Well, unless one of you guys are another female character and jumped out to the west, yes, there's people. Hello. Oh, if there are, they're not talking. Wanna build a snowman? They might be shy. Are you a grower or a shower? Well, that would make me shy. I'll be honest. I fear you all. I think they're down below. And go grab before it's serpented. No, I'm at the top. You guys go get it.
I've got a guy literally outside my window, at my door. Oh, balls. If you guys sing a song for me, we will give Looks you like a two bounty. people. Oh, I think they You sung said you a wanna song. hear a song? Yeah, I would like you to hear a song. Wait. I would like you to sing a song. That doesn't count. Turn your soundboard off. Kanye counts, don't you dare Oh, say that. Chaos, how you doing? Kanye doesn't even know how to count, so no, he doesn't. Not the bees. Alright, fine, I got you. Say less. Sing a Taylor Swift song. You don't want to be In heard. the night, I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul. The woman so heartless. That's all I think of the music. Y'all ever hear a Nick Bird? Okay. Excuse me? Okay, no, Okay. no. That's death. Nah, That's honest. nah, that's too far. I've muted them, so if they say anything, I don't know. No, just yeah. So, how would I do that? Do I know M. M? Just M. press M, yeah. Yeah, unless you've changed Thank that you. setting. No, I kept that one. Okay, No, cool. that was just too far. I will keep them and I will destroy them all. One outside the south side, one outside the north side, northwest side. Just two? Yep. Yeah, just two. So, is this the first match? Yeah, this is the first match. They're continuing to sing. Same lyrics too. Poison's still up downstairs. Throwing a smoke.